Bonsoir. S'il y a un sujet sur lequel Français et Allemands sont complètement opposés, c'est bien l'approvisionnement en énergie. En France, le gouvernement vient de décider de relancer un ambitieux programme nucléaire avec le nouveau réacteur EPR. Et dans le même temps, le changement de statut d'EDF a été décidé. Bref, pour les prochaines décennies, la France parie sur l'atome. La France dont l'électricité provient déjà aux 3/4 du nucléaire. Les Allemands, au contraire, sous la poussée politique des Verts, ont décidé d'abandonner totalement le nucléaire d'ici à 2020. Les Allemands, comme d'autres pays européens, Danemark, Espagne par exemple, misent au contraire sur des énergies différentes, comme le solaire, l'éolien ou la biomasse. Deux voies différentes donc pour le futur, mais un même constat. Nos énergies actuelles, celles du pétrole et du gaz, qu'on appelle les énergies fossiles, toutes ces énergies qui se trouvent en général dans des pays instables, ne sont pas inépuisables. Dans quelques décennies seulement, il n'y en aura plus. Il faut donc trouver des solutions de remplacement. Nucléaire ou énergie renouvelable ou bien autre chose. C'est un pari politique sur l'avenir. Au moment où le climat se réchauffe dangereusement et la planète est au bord de l'asphyxie. Ce soir, Théma tente de discerner les espoirs de solutions pour l'énergie de demain. Centrales éoliennes ou solaires, pompes à chaleur, moteurs à hydrogène, les utopies écolos sont devenues des réalités industrielles. En tout cas, l'Europe est prête et n'attend plus qu'un peu d'énergie politique. Reportage. En croissance exponentielle, la Chine est boulimique en source d'énergie polluante. Mais pour autant, elle sait recourir aux technologies douces pour le développement de ses régions les plus éloignées, comme ici au Tibet et en Mongolie. Une précision tout d'abord, le nucléaire n'est pas polluant au sens traditionnel du terme, mais il y a les centrales qui ont une durée de vie courte et qui sont indestructibles, et il y a surtout les déchets nucléaires dont pour l'instant on ne sait pas quoi faire, ils peuvent rester dangereux pendant des siècles. Donc toujours l'idée de ce pari sur l'avenir, et c'est vers l'avenir qu'on va se pencher ce soir. Si on veut remplacer le pétrole, le gaz et peut-être le nucléaire, alors quoi d'autre ? L'Europe pousse vers d'autres énergies. Une directive récente souhaite qu'en 2010, 12% de l'énergie, c'est-à-dire 22% de l'électricité, soit produite par des énergies renouvelables et non polluantes. Pour l'instant, on en est encore bien loin. Dans le document que vous allez voir, on va faire un tour d'horizon, et aussi un tour d'Europe, de toutes les solutions envisageables, en sachant, d'une part, que pour l'instant, chacune de ces énergies nouvelles reste très marginale. Et d'autre part, que ce qui est en jeu, ce sont d'énormes intérêts commerciaux et financiers, mais aussi des intérêts sociaux, car chaque solution peut provoquer la création ou la suppression de dizaines de milliers d'emplois. Énergie solaire, éolienne, énergie de l'eau ou des marais, géothermie, biomasse, bois ou déchets, voici le catalogue. Le chef d'entreprise Bene Müller poursuit un but ambitieux. Il souhaite que d'ici 2030, les énergies renouvelables assurent la totalité de l'approvisionnement en énergie dans la région du Hegau, près du lac de Constance. Est-ce une utopie? Pour la plupart des gens, oui. Mais il est assez facile de prouver le contraire. Ce dont nous avons besoin existe déjà. L'énergie éolienne, hydraulique, solaire thermique, le photovoltaïque, le biogaz ou les huiles végétales. Toutes ces technologies sont disponibles et commercialisées. Il nous reste juste à les intégrer dans de nombreux projets.
Bene Müller parcourt les routes pour convaincre le plus de gens possible de recueillir de l'énergie. Et pas seulement dans sa région, mais partout en Europe. Notre voyage nous conduit au Danemark, le premier pays à avoir construit des parcs éoliens en haute mer. À l'avenir, les gigawatts seront produits au grand large. Dans le pays voisin, en Suède, on valorise les rebuts de l'industrie du bois dans de grandes centrales thermiques capables d'approvisionner des villes entières. En Autriche, on en fait des granulés de bois pour les installations de chauffage domestique. Le bois constitue le plus gros potentiel de la biomasse, dont on peut même tirer de l'essence et du diesel. En Allemagne, les ventes de l'industrie solaire se chiffrent en milliards. En Espagne, on va bientôt construire de grandes centrales solaires fonctionnant selon une technologie qui fait ses preuves depuis 20 ans en Californie. En Islande, la quasi-totalité des besoins énergétiques est couverte par l'énergie hydraulique et géothermique. S'il n'existe pas de sources chaudes partout, on trouve des roches chaudes souterraines. La France exploite maintenant cette source d'énergie avec succès. Notre voyage à travers l'Europe montre aussi que ces 5 énergies renouvelables se disputent les marchés et les subventions. L'heure de la concurrence a sonné. Pourtant, c'est l'union de ces énergies qui fait leur force. En les associant, on parviendra à remplacer les énergies fossiles et atomiques. Bene Müller est convaincu que cette révolution énergétique est possible. L'objectif, c'est de combiner toutes ces évolutions positives et de concrétiser notre vision. Pour mener à bien ce revirement culturel, nous devons prendre cette tâche au sérieux et nous y atteler ensemble. Bene Müller a une foule de projets qu'il souhaite associer les uns aux autres. Il est constamment en déplacement, comme ici, dans cette petite centrale hydroélectrique récemment réactivée et raccordée au réseau électrique. Dans cette région, il existe 50 centrales de ce type, dont la plupart ont été fermées dans les années 70. Grâce aux techniques modernes, elles peuvent à nouveau fonctionner de manière rentable. Ici, la turbine et le générateur produisent de l'électricité pour 150 foyers, beaucoup plus que le moulin à eau d'antan. Il serait tentant de fermer une de ces centrales hydroélectriques et de se justifier en disant « elle ne produisait que 500 000 kWh par an ». Mais la révolution consisterait justement à ne pas dépendre uniquement de quelques grandes centrales. D'ici quelques décennies, nous aurons plusieurs milliers de petites centrales dans tout le pays et chacune aura son importance. L'idée commerciale de Bene Müller est simple. Il divise les installations solaires en lots qu'il vend aux personnes souhaitant placer leur argent. En Allemagne, la loi relative aux énergies renouvelables garantit le rachat de l'électricité propre sur 20 ans à un prix amortissant l'investissement. C'est donc un bon placement et une bonne raison de continuer. Je vois d'innombrables toits qui seraient parfaitement adaptés à une installation solaire. Mais ils sont encore inutilisés et ne nous permettent pas de recueillir de l'énergie. Ça montre bien l'ampleur du travail qui reste à faire. Bene Müller sait que son projet pourra aboutir seulement si la consommation énergétique diminue radicalement d'ici 2030. Mais en ce qui concerne la production d'énergie, il peut d'ores et déjà présenter ses premiers succès aux habitants. Les cellules photovoltaïques qu'il a installées dans la région produisent déjà 2 MW. Son objectif, atteindre 135 MW. Un premier pas vers une alimentation en électricité issue entièrement de l'énergie solaire.
Mais qu'est-ce que cela impliquerait? Tout d'abord, nous serions des pionniers en la matière. Ensuite, nous en tirerions des avantages économiques certains. Tout l'argent qui pour l'instant part de la région resterait ici, ce qui veut dire que nous serions une des régions les plus riches d'Allemagne. Cette usine de cellules photovoltaïques de Constance récolte déjà les fruits des actions de Bene Müller. Une grande partie de la production peut être vendue dans les environs immédiats. Un atout pour la région, puisque cette entreprise de pointe emploie une centaine de personnes. Les cellules photovoltaïques qui produisent de l'électricité à partir du soleil ont un point commun avec les puces électroniques. Leur puissance augmente, mais leur prix baisse. Il n'existe guère de bâtiment qui ne puisse accueillir de modules solaires. Et chaque mois, les modules installés en Allemagne battent de nouveaux records de taille. Mais le soleil et le vent ne sont pas toujours au rendez-vous et bien souvent, ils abondent dans les zones les moins peuplées. Alors comment fonctionnerait un approvisionnement solaire à un niveau suprarégional ? L'ingénieur Martin Hopp connaît la réponse. Il est chef de projet pour l'Institut de recherche sur l'énergie solaire à Kassel. Dans un gigantesque laboratoire, un réseau électrique un peu particulier a été élaboré. Il présente toutes les caractéristiques d'un vrai réseau, ce qui permet de simuler l'injection d'électricité solaire décentralisée dans des réseaux futurs ou existants. L'entrée dans une nouvelle économie énergétique se fera par le remplacement progressif des énergies fossiles et atomiques. C'est-à-dire que les énergies fossiles seront moins utilisées et remplacées petit à petit par les énergies renouvelables. Les centrales fonctionnant aux énergies fossiles ne seront pourtant pas fermées, car nous en aurons encore besoin pour contrebalancer les fluctuations de l'électricité éolienne. En Allemagne, l'énergie éolienne tient précisément une grande place dans l'utilisation des énergies renouvelables. Les sites adaptés aux éoliennes sont devenus rares en Allemagne. On remplace donc certaines installations maintenant dépassées par d'autres plus modernes et plus puissantes. Ce nouveau concept appelé repowering vise à accélérer le développement de l'énergie éolienne. Le boom a commencé dans les années 90. Chaque jour, de nouveaux mâts toujours plus hauts jaillissent de terre. Avec ses 15 000 éoliennes, l'Allemagne est la championne du monde de cette énergie. La puissance installée équivaut à celle de 5 centrales nucléaires. Aujourd'hui, l'éolien représente 4% de la consommation électrique allemande. Les opérateurs du réseau travaillent en fonction des prévisions de la force du vent. Ainsi, ils peuvent calculer avec précision l'injection d'électricité éolienne. Celle-ci est en constante hausse, mais reste sujette aux variations. Notre institut a développé un programme qui peut prévoir la production éolienne avec une fiabilité de 90% pour le lendemain. Ce programme est déjà utilisé avec succès chez tous les grands opérateurs allemands du réseau électrique de transport. Martin Hopp nous montre une animation illustrant la quantité d'électricité éolienne stockée en ce moment dans le réseau électrique allemand. La longueur des flèches rouges indique la vitesse du vent sur les sites de mesure. Les prévisions pour la production éolienne du lendemain sont représentées dans l'échelle jaune à droite de l'écran. On peut ainsi calculer la quantité d'électricité éolienne dans tout le pays.
La fête des cerfs-volants à Berck, sur les côtes de la Manche. La France est non seulement le pays qui utilise le plus l'énergie nucléaire, mais elle est aussi l'un des pays les plus venteux. C'est donc l'un des plus grands marchés d'avenir pour l'industrie éolienne. L'énergie hydroélectrique a atteint ses limites en France. Il faut maintenant remplir les conditions définies par l'Union européenne grâce au vent. La part d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables devra atteindre 21% en 2010. Fabien Kaiser et sa société ont le projet de construire un parc éolien qui doublerait la puissance éolienne installée en France. Donc la situation générale en France est plutôt bonne depuis la loi de juin 2001 qui garantit le rachat du courant à 8,36 cents les 5 premières années et qui garantit ce rachat sur 15 ans. Néanmoins, il y a une loi qui limite les parcs à 12 MW, ce qui n'est pas si favorable que ça. Et également, le problème, c'est que les administrations découvrent ce que c'est que l'éolien. Pourtant, la politique a défini le cadre d'utilisation de cette énergie et a ainsi attiré les investisseurs. À Fruges, dans le Pas-de-Calais, un grand hangar est déjà construit pour la maintenance des turbines. Le maire vient s'informer de l'avancée du projet. La taille des parcs éoliens en France étant limitée, le projet est réparti sur une quinzaine de communes. En 2004, débutera la construction de 134 éoliennes dont la puissance totale atteindra plus de 200 MW. C'est le plus grand projet en instruction actuellement en Europe. Il a ceci de particulier qu'il est prévu 50 emplois sur place pour la maintenance et la société de gestion technique et également une centaine d'emplois supplémentaires qui devraient être créés par notre partenaire constructeur. Le maire s'en réjouit. Les habitants ont été consultés sur le projet et se sont montrés favorables. En France, les énergies renouvelables ne peuvent s'imposer que si elles apportent des avantages financiers aux régions. La première attente que j'ai, c'est sur le plan financier pour la communauté de communes. C'est la multiplication par 4 des ressources financières de la communauté de communes sur le plan de la fiscalité, ce qui représente environ 2 millions d'euros de plus pour l'ensemble des 25 communes. Ils sont encore loin de ce résultat. Pour l'instant, seuls quelques anémomètres se trouvent sur le terrain. Mais il y a de grandes chances que le plus grand parc éolien d'Europe voie le jour à cet endroit. Les experts estiment que la production éolienne en France atteindra 6000 MW en 2006, ce qui correspondrait à la puissance de 2 centrales nucléaires. Effectivement, il serait possible de coupler l'éolien au développement de la biomasse, puisque sur Fruges, par exemple, il est prévu un projet d'abattoir industriel où on pourrait très bien utiliser la biomasse ou le biogaz, ou comme ici, avec le colza, développer la biomasse. Le colza, le blé, la sciure, la biomasse a des formes très variées. Lorsque l'on rabote du bois, il se forme des copeaux. En Suède, les rebuts de l'industrie du bois et du papier sont valorisés à l'échelle industrielle depuis de nombreuses années. La centrale de Växjö brûle une quantité phénoménale de cette biomasse et produit ainsi 38 MW. Une quantité d'électricité et de chaleur suffisante pour 70 000 habitants. Avant, la centrale brûlait du fioul. Presque 50 millions de litres par an devaient être importés. Maintenant, les tapis roulants alimentent la chaudière en biomasse collectée localement. Cela coûte moins cher, d'où ce changement radical. Tous les 10 ans en Suède, les bûcherons passent la forêt au peigne fin. Les arbres en mauvais état sont abattus, ce qui laisse aux arbres sains plus d'espace pour pousser. Les abatteuses multifonctionnelles modernes permettent d'avoir une gestion forestière durable sur de grandes étendues de forêt.
Dans les forêts certifiées, seuls 2 hectares au maximum peuvent être déboisés et le propriétaire est tenu de les reboiser immédiatement. Des experts de la coopérative forestière sont chargés du contrôle. Nous effectuons un inventaire forestier de façon constante. Nous avons donc une connaissance permanente de l'état des lieux de nos forêts. Et lorsque vient le temps du défrichement annuel, nous évitons ainsi d'abattre plus d'arbres qu'il n'en pousse. Les Suédois ont une longue tradition de gestion forestière durable. Leur patrimoine forestier n'a cessé d'augmenter au cours des derniers siècles. Beaucoup d'autres pays ont également arrêté de surexploiter leurs forêts. Ainsi, en Allemagne, seuls 2/3 des nouveaux arbres qui poussent chaque année sont abattus. Les milliards d'arbres en Europe représentent le plus grand potentiel exploitable de la biomasse. Dans les régions peu boisées, une autre forme de biomasse peut être utilisée. Par exemple, de la paille, comme sur l'île de Zeeland, au Danemark. Les 20 000 habitants de la ville de Vordingborg tirent de l'électricité et de la chaleur de bottes de paille récoltées dans les champs tout proches. La centrale est ravitaillée automatiquement 24 heures sur 24. La politique énergétique du Danemark a fait le pari d'associer la biomasse et l'éolien. En 2030, ces deux énergies devront couvrir la moitié de la consommation électrique des Danois. En Allemagne, on approvisionne les grandes centrales à biomasse avec du bois de rebut. Plus de 5 millions de tonnes s'accumulent chaque année, qui restaient auparavant presque inutilisées. Leur valorisation énergétique n'a de sens que si les régions s'engagent à approvisionner en permanence les centrales. Celle de Mannheim se fournit en biomasse dans un secteur d'une centaine de kilomètres. Avec une puissance de 20 MW, elle couvre le besoin en électricité de 50 000 personnes. La société d'exploitation de la centrale ne produit pas seulement de l'électricité, elle la vend. Elle est le 5e plus grand distributeur d'électricité d'Allemagne et possède 3 centrales à biomasse modernes connectées au réseau. Pourquoi ? Avec la biomasse, nous n'avons pas de problème de météo ou d'implantation. Au contraire, nous avons défini des contrats de livraison de bois qui nous permettent d'avoir en permanence un taux d'utilisation minimum des centrales. Nous pouvons donc prévoir la quantité d'énergie produite que nous vendrons ensuite aux industries et au commerce. Pour Bene Müller aussi, le bois tient une place prépondérante dans son projet d'approvisionnement énergétique. En Allemagne, 30% du besoin de chauffage domestique est assuré par le bois. Dans ce lotissement, on est passé du fioul aux plaquettes de bois. Dans cette centrale, une chaudière ultramoderne produit de la chaleur pour 350 habitations. La coopérative de construction a choisi le chauffage aux plaquettes de bois, surtout pour des raisons économiques. Lors des crises internationales, le prix du fioul augmente toujours en premier, suivi par le prix du gaz. C'était essentiel pour nous de ne pas dépendre de ce phénomène. Bien sûr, c'était tout aussi déterminant d'avoir le bois à portée de main. Nous pouvons l'acheter en Allemagne, fabriqué par des ouvriers locaux. C'est bien sûr pour nous un avantage décisif par rapport au fioul et au gaz, avec lesquels notre argent part à l'étranger. Ce mode de chauffage nous permet de conserver l'argent dans la région. Un avantage reconnu au-delà des frontières allemandes. Bene Müller prend la mesure du retard à combler. Je fais souvent la comparaison avec d'autres régions. Prenez par exemple l'autre rive du lac. C'est la région du Vorarlberg, en Autriche. Là-bas, le bois énergie a une toute autre importance que chez nous. Un bâtiment récent sur 3 est chauffé au granulé de bois. Pour eux, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est une alternative qui va de soi.
Ça montre bien que certaines régions peuvent avoir une vraie longueur d'avance sur leurs voisines. Dans le Fort Arlberg, comme dans toute l'Autriche, les granulés de bois rencontrent un franc succès depuis des années. Ces petits bâtonnets de cire compressés sans additifs chimiques sont aussi faciles d'utilisation que le fioul et ne coûtent pas plus cher. La biomasse d'origine végétale a toujours eu une importance singulière en Autriche. Le pays couvre presque un quart de sa consommation énergétique par les énergies renouvelables et peut donc se targuer d'être un leader en la matière. On trouve presque partout de petites quantités de bois pour son domicile. 1 kilo de granulés contient autant d'énergie qu'un demi-litre de fioul. Combien d'énergie contient l'ensemble de la biomasse? Les plantes vivaces qui repoussent chaque année contiennent à elles seules plus d'énergie solaire que l'humanité n'utilise. Un fait qui n'a qu'une valeur théorique. Quel est le potentiel réaliste de la biomasse? Selon les derniers scénarios, d'ici 2050, la biomasse pourra constituer 10% de l'alimentation en électricité en Allemagne. Son potentiel est pourtant un peu plus élevé. Ce qui importe avec la biomasse, c'est sa diversité d'utilisation. On peut non seulement utiliser la biomasse pour produire de la chaleur et de l'électricité, mais aussi comme carburant. Un grand moulin à huile qui fabrique du biodiesel à partir de colza. En 2003, 800 000 tonnes ont été vendues en Allemagne, ce qui est peu et beaucoup à la fois. Alors que l'Allemagne est le plus gros fabricant de biodiesel en Europe, la France est en tête avec le bioéthanol. L'alcool tiré du blé et de betterave à sucre est transformé en un additif grâce à un procédé chimique, puis mélangé à de l'essence. La France produit plus d'1 million d'hectolitres de bioéthanol par an. Là aussi, c'est beaucoup, mais encore trop peu pour calmer la soif de nos voitures. Pour le moment, les biocarburants constituent à peine 1% de la quantité de carburant consommée. Bodo Wolf veut changer cette situation avec son Sun Diesel. À Freiberg, en Saxe, l'ingénieur a construit une unité de production chimique pilote qui, par un procédé en plusieurs étapes, fabrique d'abord un gaz, puis du diesel ou de l'essence. La phase de test s'est déroulée avec succès. Cela a intéressé l'État, mais aussi Volkswagen et Daimler Chrysler, qui ont investi des millions dans le projet. Bodo Wolf les a convaincus par la diversité des matières premières utilisables pour son installation. Nous tentons d'imiter la nature. Elle produit de la biomasse à partir de dioxyde de carbone, d'eau et de soleil. Une partie de cette biomasse s'est dégradée et a donné du pétrole, du charbon, du gaz naturel. C'est ce procédé que nous voulons reproduire avec notre technique. Nous avons besoin du carbone contenu dans la biomasse et chaque plante est faite de carbone à 47%. N'importe quelle biomasse nous convient donc pour faire fonctionner notre unité, que ce soit des plantes énergétiques ou de la mauvaise herbe. On a donc besoin de diversité. Bodo Wolf a trouvé un complice en l'agronome Konrad Schäfer. Lui aussi veut abandonner le système actuel de monoculture. Quand un fermier observe notre champ sans connaître notre objectif, il secoue la tête et dit « Vous avez tout faux ». Normalement, sur une même parcelle, on ne fait pas pousser différentes céréales telles que le seigle ou le blé, parce qu'elles ne mûrissent pas à la même vitesse. Avec notre système de polyculture, nous moissonnons les céréales quand elles sont encore vertes. Nous voulons sortir de ces cultures pures. Nous laissons même pousser les mauvaises herbes qui font partie de la biomasse et que nous pouvons donc utiliser pour en tirer de l'énergie. Toute l'énergie contenue dans les plantes doit être utilisée, y compris celle des chaumes. Le rendement énergétique est optimal quand la plante est moissonnée encore verte. L'avantage de la biomasse, elle peut être stockée.
Les végétaux encore verts sont déposés sous une bâche à l'abri de l'air. On peut ainsi les conserver jusqu'à leur traitement dans le digesteur. Peu importe l'origine des plantes, ce qui compte, c'est la quantité et l'énergie qu'elles contiennent. Dans le digesteur, les plantes fermentent sous l'action de bactéries, ce qui produit du biogaz, comme dans l'estomac d'une vache. La méthanisation des végétaux verts a un rendement énergétique beaucoup plus élevé que celle du lisier. De l'agriculture à l'énergiculture. Produire de l'électricité et de la chaleur avec du biogaz dans une centrale à cogénération. C'est la deuxième moisson de la saison. À l'avenir, le fermier pourra vendre ses végétaux verts aussi à l'industrie des carburants. Puisque l'installation de Bodo-Wolf peut valoriser tout type de biomasse, le gain d'énergie augmente par rapport à la production classique à partir d'huile de colza. Aujourd'hui, il n'y a que deux débouchés pour l'agriculture, la nourriture et le fourrage. La culture de plantes à visée énergétique deviendra un troisième débouché. Cela donnera un nouveau souffle à l'agriculture qui pourra se développer sans subvention. L'inauguration de la première station essence à Sun-Diesel dans l'enceinte de l'usine Daimler-Chrysler. Deux membres du comité de direction sont venus présenter ce nouveau biocarburant. Les constructeurs automobiles sont sous pression. Le principal problème, c'est la production de masse du biocarburant. L'Union européenne a fixé un objectif. Le biocarburant devra représenter 6% du besoin en carburant d'ici 2010. Voilà l'idée. D'après les résultats actuels, je suis confiant. Nous pourrons atteindre cet objectif. Ils peuvent déjà toucher le succès du bout des doigts. En Saxe, Bodo-Wolf, partenaire de Daimler-Chrysler, a entamé la construction d'une grande usine de production de biocarburants. Il compte construire 5 usines de ce type d'ici 2010, dont la production couvrirait 3% du besoin en diesel en Allemagne. Mais sa vision va bien au-delà. Selon des experts de toute l'Europe, si l'on utilise des parcelles abandonnées et que l'on continue à intensifier l'agriculture, jusqu'à 35% du besoin en carburant en Europe pourrait provenir de la biomasse. Et d'où viendrait le reste, sinon du pétrole? Pour beaucoup, l'espoir s'appelle hydrogène. BMW a fait le tour du monde avec ses voitures pour montrer que les moteurs à hydrogène sont prêts à être produits en série. D'autres constructeurs automobiles, comme General Motors ou Daimler Chrysler, privilégient la pile à combustible. Avec ce système, la réaction entre l'air et l'hydrogène produit de l'électricité qui fait fonctionner un moteur électrique. Ces deux techniques ont un point commun, ce n'est que de l'eau ou de la vapeur d'eau qui ressortent du pot d'échappement. Mais les stations essence publiques où l'on peut trouver ce carburant du futur se comptent sur les doigts d'une main. Il n'existe pas encore d'infrastructure de distribution de l'hydrogène et leur construction va coûter des milliards. De plus, un autre problème se dessine. L'hydrogène est aujourd'hui fabriqué en majeure partie à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon, comme ici à Leuna, près de Leipzig. L'exploitation extensive d'hydrogène n'aurait de sens que s'il était fabriqué à l'aide d'énergies renouvelables. Le seul pays dans lequel ceci est déjà possible à grande échelle est l'Islande. Depuis longtemps, dans cette usine près de Reykjavik, l'eau produit de l'hydrogène par électrolyse. Les Islandais veulent décupler leur capacité de production dans les prochaines années. L'énergie nécessaire est disponible, puisque le pays des geysers et des sources chaudes regorge d'énergie renouvelable. Les Islandais ont donc d'ambitieux projets. Si la technique continue à se développer aussi rapidement dans les 20 prochaines années, il devrait être possible de remplacer la totalité de la consommation nationale de pétrole par l'hydrogène.
C'est bien sûr un objectif audacieux. Mais d'ici 50 ans, tous les véhicules islandais pourraient fonctionner à l'hydrogène. Si l'Islande exportait son hydrogène propre, ce gaz deviendrait pour le pays une source de richesse aussi importante que le pétrole au Koweït. Un quart du besoin national en électricité est couvert en Islande par l'énergie hydraulique et plus de la moitié par la géothermie. Des kilomètres de tuyaux acheminent l'eau bouillante vers les villes. La quasi-totalité de l'énergie de chauffage vient des sources chaudes. Toute cette énergie propre remontant des profondeurs est un véritable cadeau. Bien sûr, on ne trouve pas partout de telles sources chaudes. Mais la Terre nous réserve une autre surprise. Notre planète possède une source d'énergie qui ne s'épuisera que dans plusieurs millions d'années. L'intérieur de la planète est brûlant, ce qui réchauffe en permanence la croûte terrestre. À seulement 40 km de profondeur, les roches atteignent déjà 1000 degrés. Pour tirer de l'énergie de ces roches chaudes mais sèches, le programme européen Hot Dry Rock a été lancé dès 1987 à Soultz-sous-Forêt en Alsace. Avec cette technique, il faut d'abord forer profondément la croûte terrestre. L'eau est envoyée avec une forte pression dans la terre pour ouvrir et élargir les fissures et crevasses naturelles de la roche. L'eau peut alors circuler sur plusieurs centaines de mètres à travers les roches chaudes, ce qui la réchauffe, puis remonte par 2 autres forages à la surface. Elle transmet alors sa chaleur au circuit de vapeur d'une centrale qui va produire de l'électricité avec une turbine. Ce concept de base a été expérimenté pour la première fois avec succès en 1997. L'eau a circulé plus de 4 mois à 3200 mètres de profondeur et est remontée à la surface avec une température de 140 degrés. Mais cette température n'a pas suffi à faire tourner la turbine à vapeur. Il a fallu forer plus profondément. Entre-temps, la course contre la montre pour construire la première centrale géothermique selon le procédé Hot Dry Rock a commencé. À Badourak, près de Stuttgart, les forages d'essai se poursuivent aussi depuis des années, jour et nuit. Ce forage est arrivé à 3000 mètres de profondeur. Encore 1000 mètres, et les ingénieurs espèrent atteindre des roches d'une température de 160 degrés au moins. Au même moment, à Soultz-sous-Forêt, en Alsace. On a déjà démonté la tour de forage, et la découverte a été à la hauteur des espérances. Alors nous venons de terminer le 3e forage à 5 km de profond. Et à 5 km, nous avons une roche qui a une température de 200 degrés. Et donc le but maintenant, c'est de faire circuler de l'eau entre ces 3 forages, donc en injectant dans un forage et en récupérant l'eau dans les 2 autres forages. Et ainsi, par la suite, construire une usine de production d'électricité. La première centrale produira 6 MW d'électricité et 20 MW de chaleur grâce à la terre. Par la suite, la puissance augmentera sur d'autres sites pour arriver à un approvisionnement énergétique décentralisé. Selon les calculs de Bene Müller, d'ici 2030, des centrales géothermiques pourraient aussi approvisionner des villes de la région du Égau. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement la chaleur qu'on peut tirer de la terre, mais aussi celle qu'on peut y stocker. Cette chaleur vient des toits, plus précisément des capteurs solaires qui deviennent brûlants en été. Ces installations solaires thermiques peuvent assurer le besoin en eau chaude d'un foyer pendant la moitié de l'année. C'est complètement insensé d'allumer un feu dans la cave en plein été pour chauffer de l'eau pour la douche. C'est un comportement arriéré que nous devons faire évoluer grâce à la modernité et à des techniques intelligentes. Un exemple d'une région voisine de la capitale des dirigeables, Friedrichshafen. 5000 m² de capteurs solaires ont été intégrés au toit d'un lotissement. Les techniciens ont également installé un énorme réservoir d'eau en acier inoxydable
sous un monticule de terre bien isolé. Ce réservoir fonctionne selon le même principe qu'un thermos. Il stocke l'eau chaude pendant plusieurs mois, puis la distribue à tout le lotissement. La grande chaudière à gaz de la centrale de chauffage peut donc rester éteinte la majeure partie de l'été. Il est encore plus important pour la révolution énergétique de réussir à stocker la chaleur solaire une grande partie de l'hiver. Pour cela, il faut forer la terre. Préparation de la sonde géothermique. Pour un grand lotissement, il faut compter 1000 assemblages de tubes de ce type qui seront enterrés à 30 mètres sous terre. Les sondes géothermiques acheminent l'eau des capteurs solaires sous terre. L'eau transfère sa chaleur au sol, qui devient un gigantesque réservoir à long terme. Les capteurs transmettent de la chaleur tout l'été, en prévision de l'hiver. La chaleur emmagasinée peut alors être prélevée. L'eau chaude remonte à la surface grâce à un deuxième réseau de tubes et approvisionne les maisons avoisinantes. Avec de tels réservoirs capables de conserver la chaleur des capteurs pour les mois d'hiver, Bene Müller veut couvrir presque un tiers du besoin en énergie de chauffage de sa région d'ici 2030. Ici, dans une région plutôt rurale, nous pouvons sans problème approvisionner quelques centaines de milliers de personnes en énergie. Celle-ci nous arrive directement sous forme d'énergie solaire, et le soleil crée l'énergie éolienne, hydraulique ou la biomasse. La campagne a donc un avantage certain. Alors comment s'approvisionnent les régions à forte concentration urbaine ? Si nous devons exploiter tout le potentiel des énergies renouvelables, une production énergétique décentralisée, de proximité, ne suffira pas à elle seule. Au nord de l'Allemagne, plus d'énergie éolienne est produite qu'ils ne peuvent en utiliser sur place. Pour ne pas gaspiller cette énergie, il faut l'acheminer vers les centres de consommation grâce aux grands réseaux de transport. Cette nécessité s'accentuera encore lorsque les grands parcs éoliens offshore des mers du Nord et de la Baltique seront raccordés à nos réseaux. Été 2002, en mer du Nord. On pose les fondations d'un parc éolien au large du Danemark. Hornsreef est d'abord un site d'essai pour tester le fonctionnement de grandes installations éoliennes en mer agitée et atmosphère salée. Les 80 turbines transmettent leur électricité par des câbles sous-marins vers la terre ferme, où elles devraient assurer 2% de la consommation électrique des Danois. C'est le plus grand parc éolien offshore du monde. Mais ce n'est que le début. Ainsi, près des côtes allemandes de la mer du Nord et de la Baltique, la construction de 4 parcs éoliens a déjà été approuvée et une vingtaine d'autres devraient suivre. Des gigawatts sortis tout droit de la mer qui devraient représenter 15% de la production d'électricité allemande en 2030. À Erlangen, près de Nuremberg, le directeur d'entreprise Heiner Gladen n'étudie pas des cartes maritimes mais des cartes terrestres. Son entreprise ne compte pas utiliser le vent à l'échelle industrielle, mais le soleil. Nos projets concrets pour cette année sont les suivants. En Espagne, nous allons commencer les chantiers des 2 premières centrales et d'ici 2008, au moins 4 autres centrales y verront le jour. Mais l'espace nord-africain nous attire aussi particulièrement. Nous avons des projets de développement en Algérie, au Maroc et en Égypte. Selon l'avis des experts, le solaire thermique a le potentiel de générer plus d'énergie jusqu'en 2040 que l'énergie atomique ou hydraulique, et ce, dans le monde entier. Une technologie solaire avancée existe déjà et est mise à profit avec succès depuis 20 ans dans le désert Mojave de Californie. Depuis, ces grandes centrales solaires thermiques, construites par des sociétés allemandes, ont revendu de l'électricité solaire sur le réseau
à hauteur de 1,5 milliard d'euros. D'innombrables rangées de miroirs paraboliques capturent le rayonnement solaire et le concentrent sur un tube en leur centre. Dans celui-ci, un fluide circule qui va s'échauffer jusqu'à atteindre 400 degrés. Un échangeur de chaleur transforme cette énergie en vapeur d'eau qui fait tourner des turbines traditionnelles produisant de l'électricité. La puissance de ces centrales dépasse 350 mégawatts. En Espagne, seules 2 centrales sont prévues pour le moment qui pourront livrer de l'électricité même tard dans la nuit grâce à une nouvelle technique de stockage. À l'avenir, l'alimentation en énergie électrique se divisera en 2 principaux types de production. Il y aura d'un côté de nombreuses petites unités décentralisées qui produiront de l'électricité là où elle sera consommée, et de l'autre côté de grandes centrales à énergie renouvelable qui seront construites là où il n'y a pas de besoin direct en énergie. Cette restructuration du système de production électrique et l'adaptation des réseaux demanderont une recherche et un développement plus poussés et entraîneront de fortes dépenses. Qui paiera pour cette transformation du réseau? C'est un appel de Hermann Scher, lauréat du prix Nobel alternatif et chef de file politique des partisans d'une économie énergétique solaire. Hermann Scher a des amis, mais aussi des ennemis, qui craignent ses arguments imparables. On nous rabâche sans cesse que les énergies renouvelables ne sont pas rentables, parce qu'on peut produire de l'électricité classique pour 2 ou 3 cents à partir d'énergies fossiles ou atomiques. Mais si la production ne leur coûte que 2 ou 3 cents, alors qu'ils nous vendent leur électricité à 10 ou 13 cents, d'où vient cette augmentation ? Quelle en est la raison? C'est simplement que 70, 75, parfois 80% du prix de l'électricité sont en réalité des coûts d'acheminement. C'est-à-dire qu'ils réalisent des bénéfices monstrueux grâce au réseau. En 2003, les consommateurs allemands ont payé 10 milliards d'euros de coûts d'acheminement de l'électricité. Selon les calculs de l'Union allemande des consommateurs d'énergie, les fournisseurs d'énergie ont ainsi réalisé un bénéfice de 5 milliards d'euros. Un vrai pactole que l'entrée en jeu de prestataires régionaux pourrait sérieusement entamer. Pour une structure d'approvisionnement en situation de monopole, les éoliennes isolées sont de vrais troubles-fêtes, parce qu'elles nécessitent une régulation supplémentaire du réseau et donc plus d'investissement. Les fournisseurs allemands d'électricité déclarent que dans les 10 à 15 prochaines années, ils perdront 40 000 mégawatts sur leurs 100 000 mégawatts de capacité de production. Certains de leurs centres de production doivent être fermés, pour la simple bonne raison qu'ils sont vétustes. Et bien sûr, ils aimeraient les remplacer par de nouvelles grandes centrales. Pour cela, ils l'ont explicitement demandé au gouvernement, ils veulent des garanties pour leurs investissements. Beaucoup ont accueilli ces revendications avec compréhension. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des garanties ? C'est un peu comme si Volkswagen construisait une nouvelle usine et disait « Nous demandons au gouvernement la garantie que cette nouvelle usine fonctionnera à pleine capacité pour les 30, 40 ans à venir. » Ils veulent une garantie de marché qui est parfaitement incompatible avec le concept d'un marché libéral de l'électricité. Mais ce marché libéral de l'électricité a aussi sa propre dynamique économique, qui ne prête pas toujours attention aux concepts de décentralisation tels que les soutient Hermann Scher. En effet, lorsque les parcs éoliens offshore seront construits comme prévu, les nouvelles grandes centrales se trouveront simplement en mer. Il faudra alors poser non seulement de gros câbles sous-marins, mais aussi faire le tracé de lignes à haute tension pour transporter les gigawatts vers les régions à forte concentration urbaine.
D'un point de vue technique, les experts pensent que le seul moyen d'augmenter la part des énergies renouvelables est d'associer l'énergie produite à grande échelle et celle produite en décentralisation. Les études récentes montrent qu'en 2050, la moitié du besoin d'électricité en Allemagne peut être couvert par des énergies renouvelables. Une question inévitable se pose alors, peut-on faire encore mieux ? Si nous voulons que les énergies renouvelables puissent couvrir la totalité de la consommation d'énergie, nous devons d'abord appliquer ces directives dans tout l'espace européen. Nous avons besoin de parcs éoliens non seulement dans la mer du Nord et dans la mer Baltique, mais aussi dans l'Atlantique au large du Maroc. Il nous faut des centrales éoliennes et des centrales solaires thermiques dans le nord du Sahara. La répartition de ces installations sur différentes zones climatiques pourra contrebalancer les périodes creuses régionales. En utilisant toutes les énergies renouvelables et dans un contexte européen global, nous pourrons renoncer à l'énergie nucléaire et dépendre uniquement des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont en tout cas le potentiel de prendre totalement le relais des énergies fossiles et nucléaires. D'un point de vue mathématique, 1% du Sahara suffirait à assouvir la soif énergétique mondiale. De tels scénarios seraient techniquement réalisables, mais d'un point de vue économique, certains y perdraient beaucoup. D'autres pourraient tirer profit de la révolution énergétique, qu'il s'agisse de grandes multinationales ou de simples citoyens. En effet, à un niveau régional, les choses se déroulent autrement. Les gens ont leur propre stratégie d'avenir. Bene Müller y voit une vraie chance. Dans cette ferme, il veut construire une installation à biogaz financée par les habitants. C'est une nouvelle opportunité pour la fermière. Selon elle, il n'y a plus d'argent à se faire avec le lait. Le prix du lait touche le fond. Et nous, les fermiers, nous ne pouvons rien y faire. Nous ne pouvons pas dire « Non, je ne vends pas mon lait à ce prix ». Nous ne pouvons pas non plus boire tout notre lait, ni le commercialiser nous-mêmes. L'installation de biogaz est un projet qui nous assure une certaine stabilité sur 20 ans. Le prix est fixé pour 20 ans. Comme le dit M. Müller, dans un an, tout le monde s'y mettra. Nous devons nous lancer maintenant, pas dans 5 ans, parce qu'alors, on aura raté le coche. Au niveau régional aussi, la demande se fait sentir, et cette dynamique fait dire à Bene Müller que l'approvisionnement total en énergie solaire est une utopie concrète. Les personnes vivant dans une région précise doivent prendre leurs responsabilités, doivent agir par eux-mêmes et investir si nous voulons arriver à quelque chose. Certains comportements ancrés sont vraiment anachroniques et doivent maintenant changer. L'état absolu qui régit tout est très certainement une vision dépassée. Ça va à l'encontre de notre objectif actuel, qui veut que les gens règlent les choses à leur manière. La révolution est en marche, tant à un niveau technique et politique que social. À l'origine de ce changement, il y a la certitude qu'il n'existe pas d'alternative à l'énergie solaire et à la géothermie. Encore quelques décennies et les nouvelles énergies feront vibrer la planète.
Avec nous pour parler des énergies renouvelables, deux invités dans notre débat. Hermann Scher, vous êtes député SPD, social-démocrate allemand, donc défenseur acharné des énergies renouvelables. Et à ce titre, vous avez reçu le prix Nobel alternatif. Bernard Laponche aussi, vous avez été ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, directeur général de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. Vous avez été aussi conseiller de Dominique Voynet au ministère de l'Environnement. Alors ce qui est difficile avec un sujet comme celui-là, c'est que les Français et les Allemands n'ont pas du tout le même niveau d'information sur ces sujets de l'énergie. Et donc on va essayer quand même de contenter les deux publics. Alors d'abord une question, la France vient clairement de choisir de nouveau la filière nucléaire puisqu'elle a décidé de relancer une nouvelle génération de réacteurs nucléaires, l'EPR. Qu'est-ce que vous en pensez, Hermann Scher ? Je crois que c'est une erreur. Je crois que la France a été un peu prise au piège par le grand nombre de ces centrales nucléaires qui produisent près de 80% de son électricité. Elle s'est tellement emprisonnée elle-même qu'elle n'arrive pas à se dégager de ces liens et de trouver des solutions de substitution. La question clé pour l'avenir, c'est quelle est l'énergie non fossile qui pourra se substituer au nucléaire? Et ce sont les énergies renouvelables. On va y revenir. Votre réaction tout de même, Bernard Laponche, sur ce choix du nucléaire encore? C'est la même, mais je préférerais qu'on dise le gouvernement français plutôt que la France. Il y a quand même en France pas mal de gens qui sont opposés à ce choix. Je pense que c'est un choix tout à fait erroné, à la fois pour des questions économiques, pour des questions techniques. D'autant plus que le gouvernement lui-même dit qu'il faut mettre en priorité les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et la première mesure qu'il prend concrète et sur laquelle il met de l'argent, c'est un nouveau réacteur nucléaire. Donc je pense que c'est une erreur et j'en suis navré. Alors un mot quand même, les Allemands ont décidé 2020-2030 d'abandonner complètement le nucléaire. Vous y croyez vraiment, Hermann Scher? C'est possible? Ça ne peut pas être remis en cause par une décision politique? Il est possible qu'en cas d'alternance du pouvoir, la question se pose à nouveau. C'est en tout cas ce qu'annonce l'actuelle opposition. Mais quitter le nucléaire d'ici 2020, c'est tout à fait faisable. Ça peut se faire vite parce que nous avons un développement très rapide des énergies renouvelables. Nous en sommes actuellement à un accroissement de 3000 mégawatts par an produits par les énergies renouvelables. Et donc c'est une substitution crédible au nucléaire. Donc c'est possible. Alors on a parlé du nucléaire, on va parler aussi un mot aussi des énergies fossiles. C'est très important quand même parce qu'on a beaucoup dit elles vont s'épuiser dans 30 ans, maintenant on ne sait plus très bien dans combien de temps. Est-ce que aussi le fond du problème c'est pas d'augmenter tout de suite le prix du pétrole et du gaz par exemple, Bernard Laponche? D'abord il faut reconnaître que les énergies fossiles sont des énergies extrêmement pratiques et en particulier le pétrole et les produits pétroliers. Donc il ne faut pas négliger leur importance. Et en particulier, l'usage du pétrole est tout à fait fondamental pour les pays en développement. Voilà. Donc la question, et le charbon, il y en a énormément, et il est probable qu'il y aura du développement du charbon. Donc la question, c'est de bien utiliser ces énergies et de combattre ce gaspillage effrayant qui est vraiment l'archétype du XXe siècle. Enfin, je veux dire, c'est cette civilisation gaspilleuse et scandaleuse. Donc les économies d'énergie et revoir complètement les systèmes de transport. À la fois pour des raisons d'environnement, de pollution, de santé, etc. Donc les deux grands axes, c'est les économies d'énergie, révision complète des systèmes de transport, en particulier en Europe. Et là, je crois que l'Europe peut jouer un rôle énorme, et les énergies renouvelables. Parce que le pétrole va quand même, le pétrole et le gaz, bien sûr, vont quand même rester majoritaires pendant encore très longtemps. Oui, et puis c'est normal. D'une certaine façon, parce que vous ne pouvez pas négliger leur qualité. Donc l'important, c'est que pour le même service rendu, on en consomme beaucoup moins. Et ça, on peut le faire. Et à ce moment-là, on laisse toutes les chances aux énergies renouvelables pour prendre le relais. Je crois que ce jeu est important. Sur le pétrole et le gaz, Hermann Scher? Le gaz naturel, ce n'est pas une solution envisageable pour remplacer le pétrole parce que, a priori, les ressources en gaz seront épuisées aussi vite que les ressources de pétrole. Donc là, on se situe dans un ordre de grandeur de 3 à 4 décennies si la consommation mondiale continue d'augmenter, et elle augmente rapidement vu le développement en Chine notamment. Donc la question qui se pose avec de plus en plus d'urgence,
c'est qu'on sait bien que si dans le Golfe on plantait des bananes au lieu d'extraire du pétrole, on n'aurait pas eu de guerre du Golfe. Et donc on voit bien qu'on a une sorte de course contre la montre. Alors la chose la plus urgente à faire, c'est de développer une stratégie anti-pétrole, une stratégie de substitution au pétrole et au gaz naturel. Et dans le domaine des carburants, cela passe par un recours aux biocarburants. Mais vous ne pourrez pas empêcher, par exemple, les pays producteurs de fournir des pays comme la Chine ou l'Inde pendant encore très longtemps. Non, mais nous sommes dans une situation un petit peu comme sur une ligne de partage des eaux. Au fur et à mesure que les énergies fossiles s'épuisent, leur prix augmente. Et il va continuer à augmenter de manière permanente. Et pour un nombre croissant d'économies nationales, ces énergies vont être impossibles à financer. Pour les énergies renouvelables, c'est le contraire. Les coûts vont diminuer au fur et à mesure qu'on les développe et qu'on les utilise de plus en plus. Donc nous sommes face à un choix stratégique. Et plus on reporte cette décision, plus on nuit à notre avenir. Alors on va parler des énergies renouvelables, mais au point de vue des décisions politiques, pour l'instant elles sont encore très faibles. On ne les voit pas, ces décisions. Vous dites qu'il faut les prendre, mais on ne les voit pas. En Allemagne, en tout cas, nous avons commencé avec la loi sur les énergies renouvelables, et c'est ce qui fait que dans le domaine de la production d'électricité, nous en sommes à une augmentation d'environ 3000 mégawatts par an de la production d'origine renouvelable. Et puis, nous avons maintenant totalement exonéré les biocarburants, c'est-à-dire les carburants pour les véhicules produits à partir de biomasse. Et ça les rend moins chers que les carburants d'origine fossile. Donc là aussi, la conversion va pouvoir se faire. Ce qui manque encore, c'est une grande initiative sur les économies d'énergie. Bernard Laponche, comment vous expliquez justement que les Français soient en retard comme ça sur les énergies renouvelables par rapport aux Allemands et par rapport à d'autres pays européens aussi? Je crois malheureusement que la réponse est simple, c'est celle du début, c'est-à-dire il y a eu une telle focalisation des dirigeants français, alors toutes tendances confondues depuis 40 ans, sur le nucléaire, que c'est un véritable forcing qui atteint, ça devient monomaniaque. Et par conséquent, à part quelques périodes, en particulier au début des années entre 75 et 85, où vraiment il y a eu un effort d'économie d'énergie et des efforts sur les énergies renouvelables, on peut dire que tout le paquet a été mis sur le nucléaire. Ce qui est doublement idiot, premièrement parce que le nucléaire, sans le discuter, ne produit que de l'électricité, et on en a fait beaucoup trop. Deuxièmement, on a fait tout à fait insuffisamment sur les transports, donc j'ai dit que c'était la première contrainte par rapport au pétrole. Et notamment les transports aériens, il ne faut pas penser seulement aux transports terrestres. Alors les transports aériens, c'est un phénomène, je dirais, mondial. Les transports urbains et les transports interurbains peuvent être quand même traités au niveau de la France ou au niveau de l'Europe. Donc là, absence de politique est condamnable, je veux dire, c'est dramatique. Et troisièmement, les économies d'énergie. Alors, sur les renouvelables, c'est d'autant plus triste que la France a d'énormes potentiels. Oui. La forêt et le bois est la première énergie renouvelable. Alors justement, on va y venir à ces énergies renouvelables, si vous voulez bien. D'abord, la question c'est, est-ce qu'il y a une des énergies renouvelables qui ne pourrait ne pas être marginale, ou bien est-ce qu'il faut vraiment toujours combiner toutes les énergies renouvelables en même temps ? Il faut combiner toutes les énergies renouvelables. La perspective, c'est de parvenir à un panachage des énergies renouvelables qui peuvent se compléter les unes les autres. Et dans le domaine de la production d'électricité, cela veut dire un mélange entre l'hydroélectrique existant, de nouvelles centrales hydroélectriques, surtout avec de petits barrages, la photovoltaïque, l'énergie éolienne, le solaire thermique et la bioélectricité. Et pour ce qui est du chauffage des bâtiments, c'est surtout sur le solaire qu'il faut miser. Avec des constructions qui permettent d'économiser l'énergie. Et pour les carburants, c'est l'idée des biocarburants, avec plus tard la combinaison avec l'hydrogène. Donc combiner, ça je crois que vous êtes aussi d'accord, mais oui, allez-y. Oui, combiner, je crois que c'est dans des choses que vous allez montrer, combiner avec la diminution des consommations. Oui, absolument.
Les énergies renouvelables ont aussi des contraintes de paysage, d'implantation au sol, de coûts, etc. Elles ont une qualité fantastique qui est d'être renouvelables et d'être favorables à l'environnement. Cela dit, ce n'est pas non plus l'énergie gratuite. Oui. Donc, on peut faire des maisons qui consomment beaucoup moins et des pays comme la France et l'Allemagne peuvent diviser par 2 leur consommation d'énergie. C'est clair, on sait, oui, vraiment. Avec le même confort, les mêmes productions industrielles, etc. Et dans cette consommation divisée par 2, la place des énergies renouvelables, on voit peut-être beaucoup plus importante. Oui. Donc c'est vraiment cette combinaison. Et je suis tout à fait d'accord avec Herman sur la combinaison. On parle trop souvent des énergies renouvelables et on pense tout de suite à l'électricité. Mais la chaleur est très importante, comme il l'a dit. On a le solaire, on a le bois. En France, justement, c'est fantastique. Oui. On a des possibilités. Quelles sont alors en France et en Allemagne? Je ne sais pas si c'est pareil. Quelles sont parmi ces énergies renouvelables celles qui offrent le plus d'espoir, le plus de possibilités? Écoute, la biomasse, on pourrait dire partout. Et en France, il y a des régions tout à fait privilégiées qui en plus souvent sont économiquement relativement défavorisées. Je pense le Limousin, l'ensemble de l'Auvergne, les Vosges, le Jura, c'est une source d'énergie, mais aussi d'activité locale et d'emploi. Ça, c'est fondamental sur le plan économique. Deuxièmement, l'éolien, et l'Allemagne a montré un développement éolien très fort. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas un développement aussi fort en France, alors que le potentiel en France est plus fort qu'en Allemagne. Oui. Le chauffe-eau solaire. Il y a de très nombreuses côtes, la France, bien sûr, et donc beaucoup de vent, etc. Etc. L'eau chaude solaire, la géothermie, enfin la palette est fantastique. Et la petite hydraulique, qui aussi dans certaines régions est importante. Dans l'immédiat, c'est le bois et l'éolien qui sont probablement... C'est quand même la biomasse. La biomasse et l'éolien qui sont les deux plus... C'est votre avis aussi, Hermann Scher, c'est aussi le cas en Allemagne? C'est difficile à dire parce que ça va varier beaucoup d'un pays à l'autre. On est capable de définir pour chaque pays du monde, on l'a fait au sein du Conseil mondial pour les énergies renouvelables, on est capable de définir la substitution des énergies actuelles, l'énergie fossile, par des énergies renouvelables. Et plus on va faire des progrès sur les économies d'énergie, plus on y arrivera vite, parce que moins il faudra d'énergie renouvelable pour remplacer les énergies en place, grâce aux économies. Alors dans les pays dans lesquels il y a beaucoup de biomasse, c'est la biomasse qui va être au premier plan. Dans les pays très venteux, c'est l'énergie éolienne qui va jouer le plus grand rôle. Donc ça va être très variable d'un pays à l'autre. Mais pour ce qui est de l'application la plus immédiate, il me semble que ce qui offre le plus de perspectives, en tout cas en Europe, c'est la création de maisons solaires. Il y a actuellement 3000 bâtiments en Allemagne, dont les coûts sont dans la moyenne, et qui sont alimentés exclusivement par les énergies renouvelables. Il faut savoir que 40% de la consommation d'énergie sert au chauffage et à l'eau chaude dans les bâtiments. C'est donc 40% du potentiel de résolution du problème. Je reviens à la biomasse. Vous pensez que, comme c'était dit dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, ça pourrait résoudre les problèmes de l'agriculture, par exemple? Ou c'est une utopie, ça? Ce qui est intéressant avec la biomasse, c'est qu'en fait, elle a les mêmes propriétés que le pétrole, on peut dire. C'est-à-dire, à partir de la biomasse, vous pouvez répondre à tous les produits énergétiques et à tous les usages. Oui. Ne soyons pas tout biomasse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose à nouveau de précieux. Et dans l'immédiat... Alors c'est vrai que l'agriculture peut y contribuer, mais dans l'immédiat, vous avez d'abord l'usage des forêts. Pour vraiment le chauffage au bois, des petits réseaux de chaleur au bois, ça se développe, mais ça pourrait se développer 2 à 3 fois plus vite. Et les forêts sont assez renouvelables pour ça? En France, largement. Oui. Donc là, c'est vrai que Herman a raison, ça dépend des pays, mais en France, on peut largement augmenter, d'autant plus qu'actuellement, on consomme beaucoup de bois. À peu près 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole, ce qui est considérable, mais essentiellement par des méthodes à l'ancienne, enfin la cheminée. Et avec des méthodes modernes, on peut fournir beaucoup plus d'énergie. Alors solaire, éolien, oui, un mot? Oui, la condition, je souscris tout à fait à ce que dit Bernard, mais la condition pour que ça fonctionne, c'est que cette biomasse, elle soit issue d'une agriculture et d'une sylviculture renouvelable. Parce que ce n'est qu'à partir du moment où cette biomasse
biomasse qui est extraite est renouvelable, on aura une énergie renouvelable. Et c'est une perspective historique. C'est la première fois depuis le début de l'industrialisation que le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et la sylviculture, vont se trouver revitalisés. C'est la fin de leur marginalisation. Ça veut dire qu'il va y avoir un développement économique régional, la reconstitution de circuits économiques régionaux et beaucoup de stabilité sur le plan de l'énergie. Alors rapidement, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire, est-ce que toutes les sources ont maintenant été explorées? On a l'impression que les scientifiques ont fait à peu près le tour du problème. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres espoirs qui pourraient être importants? Par exemple, je pense à l'hydrogène. Attendez, l'hydrogène, c'est un vecteur, c'est-à-dire qu'il doit être fabriqué. Et actuellement, pour le fabriquer, la meilleure source, c'est les énergies fossiles, c'est les produits fossiles. C'est le pétrole ou le gaz. Alors plus tard, c'est vrai qu'on pourra fabriquer de l'hydrogène en utilisant de l'électricité renouvelable, mais il faut bien voir que c'est un intermédiaire, hein, ce n'est pas une énergie de base. Par contre, il y en a une dont on n'a pas parlé, mais qui dans certaines régions, et peut-être avec justement des découvertes technologiques qui sont en cours en Alsace, la géothermie peut jouer un rôle important, c'est-à-dire l'utilisation de la température du sol, soit basse température, comme dans le bassin parisien, soit à grande profondeur, à haute température, et il y a en Alsace une expérience qui à mon avis, est intéressante. Alors, autre chose aussi, qu'est-ce que vous pensez des grandes sociétés comme Daimler, bien sûr, mais aussi EDF ou Shell ou les compagnies pétrolières qui disent qu'ils investissent dans les énergies renouvelables? Jusqu'ici, ces investissements n'ont pas été aussi énormes que ça. Dans l'esprit, l'idée, c'est qu'on va pouvoir passer du rôle de fournisseur d'énergie fossile ou d'énergie conventionnelle au rôle de fournisseur d'énergie renouvelable. Mais simplement, c'est un bond énorme. De fournisseur d'énergie, on devient un fournisseur de technique. Et cela signifie que toutes les entreprises industrielles ont l'occasion de se lancer dans cette voie, et pas seulement le secteur actuel de l'énergie. Lorsque l'on regarde le potentiel économique, industriel que cela représente, il ne faut pas regarder les seules entreprises du secteur de l'énergie. Elles peuvent le faire, mais beaucoup d'autres entreprises sont au moins aussi douées pour se lancer sur cette voie. Par exemple, les constructions mécaniques pour les éoliennes. Oui, si vous voulez, on est en train, et j'espère qu'on va y aller un peu plus vite, on change de paradigme énergétique. L'énergie, pendant un siècle et demi, c'est pas très long, hein, mais a été concentrée chez les producteurs. Et plus c'était concentré, et plus c'était puissant, et mieux c'était. On repart en sens inverse, mais c'est pas de la rétrogradation, c'est vraiment un nouveau système. Et plus que sur les grandes entreprises, je pense qu'il faut compter sur l'ensemble des entreprises intéressées, un peu des PME, PMI, par des constructions intelligentes, par des nouvelles techniques renouvelables, etc. Et puis sur l'énergie décentralisée, c'est-à-dire dont le développement va dépendre de plus en plus, et ça se sent bien en Allemagne, et aussi en France un petit peu de façon croissante, sur les collectivités locales, les régions, les départements, les pays, etc. Donc c'est l'énergie décentralisée qui va remplacer ces systèmes, je dirais, un peu pyramidaux et qui deviennent obsolètes. Dernière question, vous avez l'impression que vraiment l'Europe de l'énergie, on avance vers ça? On a plutôt l'impression que c'est l'inverse en ce moment, non? À l'heure actuelle, nous sommes dans une phase où on parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais finalement, on n'agit pas énormément. Et il va être indispensable, très bientôt, de rappeler aux politiques leur discours et d'exiger qu'ils en viennent maintenant à les mettre en œuvre. Merci Hermann Scher, merci à Bernard Laponche, merci à tous les deux.